En 1483, deux jeunes princes, âgés de 9 et 12 ans, disparaissent mystérieusement sans laisser de traces ni de témoins. Tout cela se déroule dans la Tour de Londres, et depuis cet événement, ils ont été surnommés les princes de la Tour de Londres. Mais que leur est-il arrivé? Est-ce qu'ils ont été tués, kidnappés, ou est-ce qu'ils ont disparu de leur plein gré? Ce mystère, vieux de plus de 500 ans, continue encore aujourd'hui de hanter l'histoire d'Angleterre. Pour comprendre certains points concernant cette histoire, il faut remonter au cœur d'une guerre familiale et sans pitié, la guerre des Deux Roses. Entre 1455 et 1487, l'Angleterre est déchirée par un conflit dynastique entre deux grandes familles de nobles, les Lancastre et les York. Ces deux familles sont les descendants d'Édouard III et revendiquent tous les deux la couronne anglaise. Pendant des décennies, le pouvoir va changer de main, les nobles vont se trahir entre eux et des armées vont s'affronter. Parmi tout ce chaos émerge un homme qui en ressort vainqueur, c'est Édouard IV qui fait partie des York. Il est charismatique, stratège et il s'empare du trône en 1461. Mais son règne est tout sauf paisible. Il est brièvement renversé en 1470, avant de revenir en force un an plus tard, en 1471. Il élimine ses rivaux majeurs et semble enfin asseoir son autorité. Il a également un petit garçon qui va être son héritier, qui est né en 1470 et qui s'appelle du même nom que son père, Édouard. Et il est déclaré prince de Galles. Mais le 9 avril 1483, Édouard IV meurt subitement à l'âge de 40 ans. Au même moment, Richard, le frère d'Édouard IV, est proclamé lord protecteur du royaume. Le jeune Édouard V, donc le fils d'Édouard IV pour ceux qui n'auraient pas suivi, est escorté vers Londres pour être couronné. Mais Richard intercepte l'escorte, arrête l'oncle maternel du roi, Anthony Woodville, et place le jeune prince sous sa protection. Édouard est alors logé dans la Tour de Londres et il sera bientôt rejoint par son jeune frère Richard. Quelques semaines plus tard, le 9 juin 1483, le couronnement d'Édouard V est repoussé, puis complètement annulé, car un évêque nommé Robert Stillington annonce que le mariage entre Édouard IV et Elizabeth Woodville est invalide. Il semblerait qu'Édouard IV aurait épousé lors d'un premier mariage une certaine Éléonore Butler. Le mariage avec Élisabeth est alors considéré comme étant de la bigamie, et est donc illégal. Dès ce moment, les enfants, donc les deux princes, sont considérés comme illégitimes. Des papiers stipulant le premier acte de mariage est présenté au Parlement, et ceux-ci discutent de la fiabilité des documents et viennent à en conclure qu'ils sont tout à fait officiels. Par les faits qui leur sont présentés, ils déclarent Richard, le frère du roi Édouard IV, comme seul héritier légitime. Cela provoque évidemment chez les nobles un énorme scandale, et notamment chez Elizabeth Woodville, qui s'indigne de cette nouvelle. Une rébellion va d'ailleurs naître, mais très vite sera déjouée le 13 juin 1483. Le 16 juin, Richard, le frère d'Édouard IV, va faire ramener le frère d'Édouard V, qu'il place dans la tour. Et le 6 juillet 1483, il devient officiellement Richard III, roi d'Angleterre. Pendant ce temps, les princes, ils vivent leur petite vie dans la Tour de Londres. On les aperçoit lors du couronnement de Richard III et font des apparitions aux fenêtres de la tour et parfois même dans les jardins. Et puis, plus rien. Ils ont complètement disparu. Ce qui est le plus étrange dans tout ça, c'est que leur propre mère a décidé de ne plus les réclamer du jour au lendemain, comme si elle était au courant de quelque chose et que les autres l'ignoraient. Alors, est-ce qu'ils ont été assassinés? Si oui, par qui? Et ou sur ordre de qui? Car, on le rappelle, Richard III était en fait le suspect principal. C'était l'un des seuls qui avait un véritable mobile, et le fait d'éliminer les deux frères faisait en sorte qu'il éliminait tout rival pour le trône. Mais il n'y a aucune preuve directe qui le relie au crime. Il y a une seconde hypothèse, celle du décès naturel des deux frères. À l'époque, il faut savoir que c'était courant de voir des enfants mourir de certaines maladies ou subitement. Et il y a certaines preuves qui expliquent qu'un médecin italien faisait des allers-retours à la Tour de Londres, puis a cessé toute activité.
Et si c'est bel et bien le cas, que les deux frères seraient décédés de maladie, cela poserait problème à Richard, qui serait tout de suite accusé de meurtre, sans même lui laisser le temps d'expliquer la situation. Ce qui expliquerait du coup en partie son silence et le fait que la mère ne les réclame plus. Mais cette histoire de disparition va commencer à diviser le peuple. Et beaucoup des partisans de Richard III vont commencer à quitter son camp. D'un autre côté, on a un certain Henri Tudor qui prépare une révolte. Il cherche des alliés en Angleterre pour se venger des deux frères disparus. En 1485, à la bataille de Bosworth, Richard III est tué, car certains de ses soldats ont décidé à la dernière minute de changer de camp, le considérant comme un usurpateur. Oui, on peut dire qu'ils ont retourné leur veste au dernier moment. C'est alors que Henri Tudor prend le trône, sous le nom d'Henri VII, tout en prenant soin de propager des informations peu flatteuses sur son rival Richard III, maintenant décédé. Pour renforcer sa position, il va épouser Élisabeth d'York, la sœur des princes disparus. Et il va également proclamer la légitimité des deux frères disparus pour justifier son règne. Mais d'un autre côté, il va jamais chercher à résoudre cette affaire de disparition. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ? Est-ce qu'il n'aurait pas peur que d'un côté, ça innocente Richard III, sur qui, là, je vous le rappelle, fait des propagations très peu flatteuses. En 1497 vient un rebondissement. Un homme, nommé Perkin Warbeck, affirme être Richard, le plus jeune des frères et héritier du trône. Il rassemble assez rapidement des soutiens de l'étranger, notamment grâce à sa ressemblance physique avec son père, Édouard IV. Le roi d'Écosse, Jacques IV, ainsi que le roi de France, Charles VIII, le croient sur parole. Une de ses tantes, Marguerite de Bourgogne, dit le reconnaître et le considère comme son neveu. Ayant suffisamment d'appui, il va commencer à recruter une armée pour pouvoir affronter Édouard VII. Son but étant de récupérer la couronne. Mais son armée est bien trop faible et au moment d'affronter l'ennemi, elle prend la fuite. Il va alors se réfugier en Écosse où il va être reçu par Jacques IV. Perkin va alors épouser sa cousine, Lady Catherine Gordon. Puis il entreprend une nouvelle offensive, en tant cette fois-ci que Richard IV, véritable héritier du trône. Mais il échoue à nouveau. Il tente de s'enfuir mais est très rapidement rattrapé et se retrouve à être interrogé. Sous la torture, il vient à démentir son histoire et avoue être simplement Perkin Warbeck. Quelques semaines plus tard, alors qu'il est emprisonné, Perkin va réussir à s'échapper, mais va être à nouveau arrêté. Cette fois, Henri VII décide de l'enfermer de façon un peu ironique dans la Tour de Londres. Alors s'il était vraiment l'héritier du roi comme il le disait, c'est vraiment très bien joué de la part d'Henri VII de se foutre de sa gueule à ce point. Le temps passe sous les barreaux, et l'idée de liberté commence à le guetter très fortement. Il va alors élaborer un plan d'évasion avec l'un de ses cousins, Édouard de Warwick. Ensemble, ils vont graisser la main de plusieurs gardiens de prison, et ils vont arriver à sortir en prenant un bateau sur la Tamise et en allant rejoindre une taverne pour faire la fête. Mais des gardes les arrêtent à nouveau, et cette fois-ci, c'est game over pour tous les deux. Ils sont condamnés à mort. Édouard de Warwick a la chance, entre guillemets, d'être un prince, et donc sera décapité, alors que Perkin, lui, sera pendu. C'est ainsi que s'arrête la vie de Perkin Warbeck le 23 novembre 1499. Alors est-ce que c'était une fausse identité ou est-ce que c'était véritablement l'héritier qu'il prétendait être ? Le doute persiste et je ne pense pas qu'on le saura un jour. Il y a eu quand même quelques rebondissements dans cette affaire, notamment en 1774 où des ouvriers lors de chantiers qu'ils effectuaient pas loin de la Tour de Londres découvrent 2 cadavres. Ce sont en réalité des ossements d'enfants. Et le roi Charles II, à cette époque-là, décide de les enterrer comme étant les 2 princes disparus à l'abbaye de Westminster. En 1933, il y a d'ailleurs une expertise qui va être faite sur ces ossements, et on va y découvrir pendant un rapport qu'il y a une anomalie dentaire qui est en fait génétique, où les squelettes auraient en fait 27 dents.
Une analyse aurait également été faite sur une des cousines des princes pour vérifier cette hypothèse, et celle-ci s'avère être identique. Elle est également constituée de 27 dents avec une molaire manquant à l'appel. Alors, est-ce que c'est un indice sur l'identité des deux garçons? Ça, on ne le saura probablement jamais. La disparition des princes de la Tour de Londres demeure encore aujourd'hui l'un des plus grands mystères de l'histoire. L'affaire continue de fasciner, ça inspire notamment des historiens, des romanciers et des cinéastes, et tant que la vérité ne sera pas faite, les fantômes d'Édouard et de Richard continueront d'hanter la Tour de Londres. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos hypothèses sur cette histoire, et si c'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner en activant la cloche. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.